J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il ne s'est pas passé grand-chose, on n'a pas fait de breakout aussi par rapport à nos clôtures en weekly, on va les regarder ensemble bien évidemment. On aura la croissance cette semaine, vous savez, on regarde 3 indicateurs avec la plus grande attention. Inflation, taux de chômage, croissance. On va regarder ça ensemble pour voir un petit peu ce qui nous attend dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. C'est pas brillant malheureusement. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez également un accès à l'Académie des rois. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 150 académiciens à suivre quotidiennement des lives de plus d'1 heure avec l'ensemble des académiciens. Également, vous y trouverez complètement gratuitement une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Côté Bitcoin, on est toujours dans cette zone de profit. On l'avait vu ensemble il y a quelques mois en arrière. On avait tracé 2 grandes zones jaunes. Ça fait longtemps qu'elles sont tracées ces zones jaunes. Avant le crack de FTX ici, qui nous est revenu aux alentours des 15 000 $. Vous avez vu, si j'étais un investisseur rationnel, je commencerais à acheter du Bitcoin dans la zone ici, dans cette magnifique box jaune, ce qu'on appelait ici notre boîte de Pandore, et je prendrais massivement des profits dans cette magnifique box jaune et nous y sommes actuellement. Et à quel point c'est difficile d'y travailler. On essaye de pousser, le momentum est puissant, c'est un fait, c'est un constat, mais on commence à voir sur quelques-uns de nos indicateurs techniques, on commence à perdre de la force. Et moi je regarde un avec une grande attention, c'est le RSI, ici en Daily. On fait un nouveau plus haut, je ne sais pas si vous y étiez vendredi en fin de journée sur le marché financier. On avait tenté de faire un espèce de breakout, on réintègre immédiatement. Et il y a eu beaucoup de volumes qui ont été échangés sur ces 38 000, entre les 38 000 et 38 500 $. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de bears qui se mettent en position? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des profits? Évidemment, on se sert de ces petites poches de liquidité pour prendre massivement des profits. Et je pense que les bears n'ont pas fini de prendre des profits sur ce niveau de prix, puisqu'en fait le momentum commence à diminuer, commence à perdre de force. Ici on le voit très bien sur notre RSI en 14 périodes notamment. On fait un nouveau plus haut, juste ici, au niveau de cette petite mèche, et bien que on n'ait fait que mècher, et que notre RSI prend les clôtures de bougies, on n'a pas réussi à repasser dans un enfoncement d'un de surachat. Et moi, c'est un premier signal danger, avec un D majuscule, pour me dire qu'on ne prendra probablement pas beaucoup plus de points si nous n'avons pas de catalyseur. Et notamment des news catalysantes. On peut parler ici d'un ETF Bitcoin accepté, on peut parler ici d'une magnifique news qui pourrait tomber du ciel, bien que une mauvaise news type Binance, qui n'est pas une bonne nouvelle, n'est pas forcément fait de façon profonde corriger le prix. On reste toujours dans ce biseau ascendant ici, mais généralement, les conclusions, si vous êtes plutôt paterniste, de ce biseau ascendant d'élargissement, l'objectif, c'est de faire aller un peu plus bas. Juste là, on vient chercher les poches de liquidité, complètement logique, on peut aller faire un petit tour un peu plus haut, et puis derrière, généralement, c'est pour aller chercher un ratio de 1 pour 1, et venir chercher toute la liquidité de stop complètement évident d'acheteurs qui sont toujours positionnés. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, au niveau de l'order flow, deuxième grand point d'exclamation, zone danger, il y a des grosses wells qui commencent à prendre des TP, il semblerait. Bon, on voit qu'il y a des poches de liquidité au-dessus des 38 500 $. On pourrait aller faire une petite mèche, aller pinguer tout le monde, mais le gros du gros se trouve plus bas, jusqu'à preuve du contraire. On voit que le retail n'est pas forcément engagé. On aurait préféré voir en fait des grosses wells qui continuent à se désengager, avec du retail qui continue, ou des petits portefeuilles qui continuent à fortement accumuler, voire pousser dans une forme d'euphorie. C'est pas ce qu'on est en train d'observer complètement. Néanmoins, on l'observe actuellement, on est plutôt dans une zone de contraction. Et ça, on peut l'observer au niveau des bandes de Bollinger. Donc, dans l'attente soit d'une accélération, soit d'une respiration de marché, prenez votre play et derrière, jouez vos conditions, bien évidemment. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup plus de liquidités qui se trouvent au sud qu'au nord, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on peut aller les chercher un petit peu plus. Voilà, 38 000, 38 500, voire 39 000 $. Vous avez des poches de liquidité, des stops complètement évidents qui se sont allègrement positionnés. Mais sinon, le gros du gros, avec plus d'1 milliard, quasiment 1 milliard de dollars de liquidation, et je pense qu'on en fera bien plus si on vient chercher les 34 000 $, voire en deçà des 34 000 $. Honnêtement, je doute que ces gens-là, on les fasse gagner. Ça fait quelques jours que je vous le dis. Honnêtement, je le doute. En tout cas, ce sera peut-être une première que je l'observe. Et actuellement, les news ne sont pas suffisamment fortes, les liquidités ne sont pas suffisamment affluentes pour pouvoir continuer à pousser ce cours de façon énergique et euphorique. Personnellement, je n'y crois pas. On va faire un petit peu de cognalyse. Ça aussi, c'est troisième, entre guillemets, point de danger.
On repasse ici en backward shot, ça veut dire que l'offre devient reprépondérante par rapport à la demande, et vous avez les top traders qui sembleraient se désengager de ce marché. Alors oui, que les open interest restent soutenus, on est toujours dans des fundings plutôt positifs ici. Un mouvement violent se prépare, comme il se prépare systématiquement. Il semblerait que les top traders, en tout cas, ne souhaitent pas jouer la hausse. Ici, ils se désengagent plus que de raison. Attendons de voir ce qui va se passer, mais personnellement, je ne suis pas complètement confiant. En tout cas, des longues là-dedans, personnellement, je ne m'y risquerai pas et j'attendrai toujours les creux. Côté l'ensemble du crypto total, si vous voulez, par rapport au funding, très positif ici. Et généralement, on va essayer de chercher des zones de TP sur du funding positif et des zones de longue, donc des prises de position, plutôt dans des fundings négatifs. Et actuellement, on voit plutôt que les opérations d'intérêt sont soutenus. Ça reste positif ici, bien évidemment, quand on voit qu'il n'y a pas un décrochage massif au niveau des open interest. Mais personnellement, c'est clairement du pile ou face ici. Alors, si on doit réellement jouer la probabilité, puisqu'on est dans des flux acheteurs, vous avez 51% de chance qu'on aille chercher la liquidité au nord. 51% de chance. Maintenant, vous avez quelques indicateurs, entre guillemets danger, qui nous expliquent que peut-être une respiration serait bon pour le marché, tout simplement. Cette semaine, on aura l'inflation, on aura le PIB, ce sera donc mercredi 29 novembre. 4,9 actuellement, et toujours en prédiction de 4,9, donc une croissance relativement soutenue. On regarde trois choses, inflation, taux de chômage, croissance. Et nous avions une news qui vient de paraître. C'est quelque chose que je regarde avec une extrême vigilance et attention. Il y a deux choses. C'est un, les défauts de paiement côté retail, notamment sur les cartes bancaires, qui a dépassé les 1000 milliards de dollars aux États-Unis, avec des taux à près de 30%, ce qu'on appelle les crédits revolving, si vous voulez. Et c'est la même chose côté entreprise. Le cycle de défaut de paiement, ça c'est The Counterparting Later qui nous le passait. Commencé aux États-Unis. Depuis que la Fed a commencé de relever ses taux en mars 2022, les taux de défaut sont passés de 1% à plus de 5%. Les prêts à haut rendement et à effet de levier continueront de connaître une hausse de taux à défaut à mesure que la Fed maintiendra ses taux plus élevés plus longtemps. C'est ici que ça devient intéressant. L'emploi total des entreprises de l'indice à haut rendement est de 11 millions. Et celui des entreprises de l'indice de prêt d'effet de levier est de 8 millions. L'augmentation des défauts de paiement des entreprises entraînera bientôt une hausse significative du chômage. Et on l'a vu, dès qu'il y a une accélération, notamment aux États-Unis, au niveau du chômage, ça pousse le pays en récession. Donc, il y a encore quelques mois en arrière, on s'est dit il faut du chômage, ça ferait plaisir à Powell pour pouvoir faire son pivot. Il faut comprendre qu'actuellement, nous sommes sur un plateau et on est en train de pricer le pivot. C'est ça qu'il faut en fait bien comprendre. C'est qu'on n'attend plus l'augmentation de chômage, puisqu'on l'a pricé. Maintenant, si on l'a, ce sera plus positif, ce sera extrêmement négatif, parce que précédemment, par rapport à des cycles de récession, et des récessions plutôt dures d'ailleurs, il y avait une accélération au niveau du taux de chômage aux États-Unis, comme il se passera en France, comme il se passera en Europe, comme il se passera à peu près partout, vu au niveau de la pression des taux hauts qui est en train d'être exercée sur nos économies occidentales. Voilà pour ça. C'est très représentatif, il n'y a pas, entre guillemets, plus clair, net et précis. On a repassé au-dessus des 5% ici, et puis à chaque fois, on était en pleine récession, ou on approchait une récession relativement dure. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement baisser, ça veut juste dire que l'avenir n'est pas aussi beau en fonction des datas que nous avons actuellement sur les yeux, voire depuis plusieurs mois, tout simplement. La seule façon, parce qu'il faut toujours avoir un contrebalancier, bien évidemment, la seule façon de pouvoir soutenir une croissance avec des taux hauts, voire trop hauts, de façon pérenne, c'est d'avoir des dépenses publiques des États. Et actuellement, on l'observe, c'est un fait encore une fois, les dépenses publiques au niveau de la balance commerciale américaine est historique. 1700 milliards de dollars de déficit public, soit plus 23% par rapport à 2022. Alors il est vrai qu'avec des injections de liquidités par le gouvernement américain, ça permet de maintenir et de soutenir une croissance forte par la dette. Et on revient dans ce mécanisme que pour 3 dollars de dette, 1 dollar de croissance. Vous comprenez bien que ceci n'est pas tenable dans le temps. Et à la fin, ce sera une récession plus ou moins forte en fonction du temps qu'on donnera par rapport à ces indications, tout simplement. On continue avec une petite news extrêmement pertinente aussi. Ça, c'est Mati qui nous l'a proposé il y a quelques jours en arrière. Je vais essayer de le retrouver. C'est juste ici. Je vais passer par la fin. C'est un nouveau truc sur investisseurs et VC qui se trouve sur Dropstab. Vous savez, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment pour aller regarder au niveau des VC comment ils sont positionnés. Donc ça vient d'arriver, je trouvais ça plutôt intéressant de vous le présenter puisque ça a été partagé par Mathis dans le Discord. On prend l'exemple, et il a d'ailleurs pris l'exemple de Coinbase Entreprise. Coinbase Entreprise qui a beaucoup de tokens, donc beaucoup de listings. Je crois qu'ils sont passés à plus de 300 tokens actuellement listés sur la plateforme
Coinbase, bon, 99,9% sont considérés toujours par la SEC comme des securities, mais techniquement, ils sont encore disponibles sur la plateforme Coinbase, qui reprend d'ailleurs de très belles couleurs par rapport à tous ces partenariats qu'il est en train de monter avec des grosses institutions, notamment à l'arrivée des ETF au comptant. Il faut comprendre qu'ils sont plutôt bien chargés au niveau de la DeFi, c'est normal, il faut le comprendre comme ça, puisque on prend en fait le relais de la hype précédente par rapport à des tokens qui ont été offerts, j'ai presque envie de dire ça comme ça, aux échangeurs pour pouvoir être listés. Je vous prends un exemple assez concret, il y a quand même quelques mois en arrière, Binance demandait près de 10% de la masse totale de tokens d'un projet pour pouvoir être listé sur sa plateforme. On compte, à un moment donné, on comptait ça en dizaines de millions, c'est passé en centaines de millions, et au plus haut, c'était plutôt en milliards, qui avait été gracieusement proposé à Binance, juste pour pouvoir être listé sur sa plateforme. Je pense que ceci aura un terme, aura une fin, et tous ces échangeurs centralisés se verront, je pense, remodelés, proposer d'autres leviers de croissance que de, entre guillemets, zigouiller des projets dans l'œuf en prenant une très grosse part de leur token et de leurs jetons pour pouvoir tout simplement être disponible au travers le public et le retail, tout simplement. NFT, infrastructure, plateforme. J'en ai vu un à l'intérieur, je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est Centrifuge. Centrifuge, c'est un projet qu'on parle de plus en plus. C'est clairement à destination des institutionnels. Ça a fait de magnifiques structures parce que je suis tombé dessus, donc je vous le propose ici un petit peu tel un clin d'œil. Parce que vous avez des magnifiques structures en mensuel, des W dans des W en mensuel, c'est juste formidable. Coinbase sont positionnés dessus et clairement, c'est un projet qui commence à faire parler de lui. Donc je vous invite éventuellement à aller faire un petit tour. Il y aura des périodes de vesting, il y aura des périodes de libération de tokens, et ils n'ont pas levé tant d'argent que ça. Il me semble qu'ils ont levé 30 millions ou 20 millions de dollars, me semble-t-il. C'est pas énorme en fait ce qu'ils ont levé. Dès lors, les multiples seront tout aussi, coefficients multiplicateurs tout aussi importants que de par leur faible levée de fonds qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'était juste ici. Le projet blockchain Centrifuge lève plusieurs millions de dollars auprès d'investisseurs majeurs et donc Coinbase. Il vous explique ça, donc on regarde que les trucs qui sont dits des fondateurs, tout le reste on s'en fiche. Nous construisons le marché du crédit futur. En parallèle de cela, nous devons développer l'écosystème financier permettant aux institutionnels d'effectuer des transactions en chaîne. Des partenaires comme Coinbase et Blocktower sont essentiels pour construire des parties critiques de cette infrastructure, car Centrifuge devient la plateforme incontournable pour les actifs du monde réel et les crédits sécurisés en chaîne. Toutes les banques se verront potentiellement utiliser ce type de technologie, et ça peut être intéressant d'y jeter un œil, puisque ça se fera bien évidemment avec ce type de projet. On repart juste avec GBTC. D'ailleurs, on m'avait partagé une vidéo, je vous la représenterai plutôt demain, de Thor. Merci pour ce partage. J'ai écouté cette vidéo et effectivement, c'est extrêmement intéressant. Je vous le résume et je vous donne la moralité. C'est un plan parfait pour pouvoir sortir massivement des capitaux de GBTC pour une buy the rumor, sell the news vis-à-vis des bitcoins qui sont actuellement détenus par GBTC. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et je vous la présenterai demain cette vidéo, mais quelque chose de très pertinent par rapport à ce GBTC, c'est qu'on continue à fortement pousser, et il y a le même indicateur par rapport à notre RSI en 14 périodes. Donc ça a bien sûr été clôturé ici, et généralement, ça manque de force. Des divergences, le MACD qui repasse dans la neutralité, et le plus important, et ça c'est peut-être le plus difficile à voir, c'est que vous êtes vraiment dans un momentum extrêmement haussier, mais les volumes sont décroissants. Vous les voyez ici, les volumes sont complètement décroissants. Et ça, généralement, ça peut être significatif ou initiateur d'un retournement violent. Tout simplement, vous avez exactement la même chose sur l'indice au niveau de Bitcoin. Vous avez des volumes qui sont décroissants, alors que vous avez un momentum extrêmement haussier. Généralement, les volumes reviennent, et parfois, c'est pas dans le bon sens, tout simplement. C'est là où on peut éventuellement observer des retournements violents. On l'avait d'ailleurs déjà exprimé, c'était début de semaine dernière. Ça ne s'est toujours pas fait. Pour l'instant, rien ne se passe. Il faudra tout simplement attendre une forme de résolution. Vous êtes toujours ici. Peut-être une piste de réflexion à avoir. Vous vous rappelez qu'on avait tracé ici bear, ici bull. Donc actuellement, on ne clôture pas malgré une petite excursion au-dessus des précédentes mèches hautes, juste là, au niveau des highs. Derrière, on est toujours dans une situation plutôt bullish, jusqu'à preuve du contraire. On est toujours dans cette tentative de cassure de biseau ascendant, plutôt canal ascendant, plutôt haussier, donc avec des targets potentiellement de 1 pour 1. Donc ça nous ramènerait exactement aux alentours des 40 000, 50 000 dollars, 49 000, 50 000 dollars. Le seul truc qu'on ne veut pas voir, nous, en tant que boule, c'est toujours la même chose. Ce sont des réintégrations. Donc si on réintègre ici en dessous des 36 000 dollars,
honnêtement, c'est pas très bullish l'histoire. Je vous le dis franchement, je ne me servirai pas de la liquidation des acheteurs à en levier d'achat assez fort ici pour pouvoir rentrer dans la tendance. Hein, personnellement, j'attendrai vraiment voir un nouveau high pour essayer de choper l'accélération. Puisque si on commence à travailler en dessous des 36 000 $, le prochain niveau, c'est Tenkan, Kinjun et moyenne mobile 50 périodes, notamment au niveau du daily, du weekly, voire moyenne mobile 200 périodes, avec des creux qui sont complètement évidents. Et là, on pourrait éventuellement intervenir dessus. Actuellement, je laisse le recours respirer, même s'il doit respirer plus haut encore une fois. Donc, je suis très spectateur de ce marché. Hormis, juste un truc, c'est DYDX. Je vous l'avais dit, il y a quelques mois en arrière, je crois que c'était même en septembre dernier, je vous avais promis, donc j'ai eu une petite alerte qui a sonné hier. Je me suis dit, voilà, l'alerte a sonné, donc je vous en parle, puisque le 1er décembre, vous avez quand même un sacré gros paquet de pognon qui va sortir de DYDX. C'est énorme, ce qui va sortir. Donc, on avait déjà eu ce cas d'école par rapport à Aptos, on avait déjà eu ce cas d'école par rapport à l'autre crypto, il ne s'est strictement rien passé sur les marchés. Mais moi, ce que j'aimerais en fait vous remettre en situation, c'est en septembre, où est-ce qu'on était, et aujourd'hui, où nous sommes sur DYDX. Et je vous l'avais dit, de quelque chose de complètement cohérent et de complètement logique. C'est pas moi qui le choisis, c'est plutôt le marché qui se définit comme suit. On était exactement ici. Je vais rester en weekly. Je vais juste remettre, voilà. Ah, très bien. On était là-dedans. On était en train de comprimer. Donc on achète plutôt et on essaie de se positionner quand c'est plat, avec des structures qui sont quasi faites. Avec des petites W dans des W, dans des W, c'est complètement clôturé. Donc on s'était positionné sur les 2 $, tout simplement. Et on s'est dit, on peut partir du principe que si j'étais investisseur dans DYDX avec un gros paquet de pognon, honnêtement, j'irais chercher la liquidité au-dessus des ranges. Et on s'était dit, là, il y a un énorme range, bas de range, haut de range. On se positionne là, 110% prix d'ailleurs, ok, parfait. Je suis très content d'avoir pris ce petit 110% ici. Donc pour moi, la position de DYDX est complètement gratuite. Et on se positionnerait très probablement sur du breakout au niveau de DYDX lorsque l'échéance arrivera par rapport aux libérations de tokens. Bon, honnêtement, on ne peut pas faire mieux. Donc vous comprenez bien que ici, psychologiquement, on est quand même beaucoup plus bull que ici. C'est une certitude absolue. Qu'on le veuille ou non, on est beaucoup plus bull ici, dans le but de faire des AB égale CD, ou des extensions de Fibonacci, ou tout ce que vous voulez, ou des retournements de situation, sachant que les clôtures ne sont pas faites au niveau du weekly, au niveau du mensuel, par rapport à des magnifiques structures en mensuel ici, donc il faudra extrêmement être patient. Mais il est bien compréhensible que les magnifiques mèches qui sont en train de se positionner ici, ça, c'est pas des mèches pour dire on achète pour faire des nouveaux plus hauts. Ça, c'est clairement des vendeurs qui prennent massivement des TP. Alors, ils peuvent le prendre avant, après, pendant, etc. Je dis juste qu'il y aura quand même une sacrée dose de tokens qui vont être libérés, notamment du côté de la DAO, notamment du côté des fondateurs, notamment du côté des investisseurs, notamment du côté des employés et futurs employés, notamment du côté des employés tout court, notamment vous avez compris l'histoire. C'est plus qu'un double up, si vous voulez, au niveau de la liquidité qui va être déversée sur DYDX. Donc, je partage l'avis de beaucoup de confrères qui m'expliquent, j'attendrai peut-être la libération, voir un petit peu comment le cours se traduit, et de par tout ce qu'on vient de dire précédemment, ça peut être aussi éventuellement, si Bitcoin baisse de 10% ou 20%, peut-être que DYDX va baisser de 40 ou de 50%, et bien évidemment que ceux qui sont actuellement positionnés vont probablement prendre des profits, ou en tout cas quelques TP. Ils ne vont pas tout vendre, évidemment, on va pas avoir 300 millions de dollars de pression vendeuse, mais c'est juste pour vous dire que on est dans une zone parfaite d'excitation émotionnelle pour pouvoir libérer des tokens, et c'est exactement là où le cours se positionne avant la libération de ces tokens-là. Donc soyez vigilants par rapport à ça. C'est clairement notre cas d'école phare, parce que c'est une des plus grosses libérations de tokens qu'on ait sur le trimestre. Donc DYDX, c'est extrêmement intéressant. Et honnêtement, pour une fois, je suis assez content d'avoir pris ces 110% sur les 4,20. Alors j'étais juste en dessous des 4,20, je crois que j'étais à 4,15 ou 4,17. Je prends rarement des trucs parfaitement ronds. Mais j'ai été fil, donc très content de l'observer au niveau du DYDX, tout simplement. Bon, on continue avec 3 petites news, et après j'aurai une dernière petite chose à vous dire. Ah oui, d'ailleurs une vidéo, je l'avais noté ici. Si vous vous intéressez à DYDX par rapport à ces échangeurs décentralisés, si vous tradez, vous devez comprendre DYDX. Honnêtement, super interview. Moi, je l'ai écouté 2 fois en travaillant à l'extérieur, et honnêtement, c'est limpide, c'est en français. Le porteur et le fondateur de la DAO est francophone, donc je vous invite franchement à l'écouter si cet échangeur vous intéresse, parce que c'est encore un échangeur qui a
peu d'utilisateurs, on parle d'un peu moins de 100 000 utilisateurs, mais avec des volumes qui sont très importants. Dès lors, vous faites une cote-part de ratio par rapport au volume qui sont échangés sur cette plateforme. Franchement, ça marche. Ils sont passés sur le Cosmos Hub et pour le coup, ils vous expliquent le pourquoi du comment du parce que. Et honnêtement, même si vous vous intéressez pas à DYDX en particulier, si vous vous intéressez aux échangeurs décentralisés, ils ont juste beaucoup d'avance sur les échangeurs décentralisés. Donc je pense que DYDX, on va continuer à en entendre parler. Je finis juste là-dessus et j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo d'introduction de début de semaine. Je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt protectionniste ici, puisqu'il ne se passe strictement rien et je ne souhaite pas être à la merci de news catalysantes pour éventuellement et me positionner en amont. Je me positionne généralement après et sur des creux. On va parler juste de ça parce que cette semaine, c'est quand même un moment important, c'est la COP28. COP28 à Dubaï. La tokenisation, et c'est quand même assez drôle, qu'il y a plein de news, juste au moment de cette COP28, qui arrivent sur le devant de la scène, notamment devant de la scène internationale. Tokenisation sur Ethereum, l'impact écologique en question. Ça, c'est Forge. Forge, vous vous rappelez, c'est la Société Générale qui propose sa propre technologie. C'est un petit groupe de personnes qui continuent à grossir. Ils ont d'ailleurs obtenu l'agrément au niveau PSAN pour pouvoir détenir et proposer des tokens. Donc, très positif, que ce soit le premier, qu'on aime la Société Générale ou qu'on n'aime pas la Société Générale. Il y a à boire et à manger, ce sont toutes les banques universelles, notamment américaines. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est ce qu'ils disent, en fait. Et ce qu'ils disent... Quand vous détenez l'argent, généralement, vous détenez le futur. C'est un petit peu ça qu'on peut éventuellement en traduire. Il faut comprendre que l'infrastructure blockchain et tokenisation vont jouer un rôle clé dans la finance de demain. C'est pourquoi développer aujourd'hui des méthodologies scientifiques et qualitatives, pour évoluer l'impact environnemental est essentiel. Dr. Charles Strauss, cofondateur de la série Source, etc. Donc tout ce rapport-là, donc c'est 75 pages qui ont été libérées, généralement qui ont été données, il semblerait... de façon impartiale. Donc je ne l'ai pas lu personnellement, juste la conclusion, c'est qu'on peut quand même vous dévoiler qu'une conclusion à l'impact environnemental de la dimension de cette obligation témoin sur le réseau Ethereum est plutôt faible. Tout le reste, en fait, on s'en fout. À partir du principe que 99% des politiques, 99% de tout ce que vous voulez, vont juste regarder les conclusions. Généralement, c'est problématique, conclusion, terminé. Tout le développement derrière, on n'en a rien à piger, on n'en a rien à cirer. Je vous le dis en toute franchise, et c'est clairement le boulot des lobbyistes, en fait, de faire ça. Donc il semblerait que de passer sur une financiarisation et une tokenisation au niveau de la finance mondiale aurait un impact plutôt faible, tout simplement, sur la planète, et on est très content de l'observer. Dans cette même dynamique-là, vous comprenez bien que, comme Dubaï, comment le Canada remet en cause ses engagements verts, à profit de l'inflation, à profit des difficultés politiques, des problèmes de tout ce que vous voulez. Ok, on commence avec un premier candidat qui, entre guillemets, fait volte-face. Deuxième, le Royaume-Uni sacrifie la feuille de route climatique sur l'autel de l'inflation. Allez, on continue. L'inflation, le climat, c'est pas le plus important. Pire encore, Joe Biden ne participera pas à la COP28 à Dubaï. Le problème au Moyen-Orient est beaucoup plus important que la survie de l'humanité. Bien évidemment, on laisse Elon Musk s'en charger. Et on s'en fout de la planète Terre, on ira plutôt coloniser Mars. C'est quand même plus sympa et au moins on n'aura pas la guerre là-bas du Moyen-Orient, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Honnêtement, ça c'est très grave. Je vous le dis en toute franchise, c'est extrêmement grave. Et d'un commun accord à l'unisson, on ne s'arrête pas là. Pour la première fois, toute l'Union européenne a enclenché la marche arrière sur l'environnement. Bon. Et ben c'est super, on arrive à s'entendre sur quelque chose. Voilà. On est passé d'un Emmanuel Macron... je vais envie de dire, question climatique ou environnementale allez, tout le monde fait volte-face. On verra la semaine prochaine, on n'est pas à 6 mois près pour la question énergétique, bien évidemment. Et dans le même temps, c'est assez incroyable, parce que vous avez un magnifique rapport qui est sorti, donc ça sort de partout, je l'ai même vu passer sur les chaînes info. Les plantes sont capables d'absorber plus de CO2 que prévu. Mais sans déconner. Ça pète de partout à droite à gauche, et on arrive à nous sortir un rapport comme quoi nous sommes tous sauvés, les plantes vont nous sauver, puisqu'elles sont capables d'absorber plus de CO2 que prévu. Alors c'est exactement la même chose au niveau de la traduction ou du titrage, si vous voulez. Au même titre que Ethereum et la tokenisation va pas avoir un impact significatif, voire plutôt faible au niveau de l'écologie, il faut comprendre que les plantes sont capables d'absorber plus de CO2 que prévu, mais évidemment à mitiger. Tout est à mitiger. Il n'y a pas forcément tout et son contraire. Mais quand je lis quelque chose comme ça,
Je lui dis, c'est bon, soit on a gagné du temps par rapport, entre guillemets, à notre agenda climatique, soit on va juste planter plus de fleurs, quoi. Enfin plus d'arbres, tout simplement. Et des arbres d'ailleurs qui, probablement génétiquement modifiés, qui vont avoir la capacité d'absorber beaucoup plus de CO2, tout simplement pour nous faire gagner quelques dizaines ou centaines d'années. Bon, moralité de toute cette histoire, c'est que je sais à quel point des gens à travers cette planète attendent ces réunions, et notamment COP, avec une attention et avec une excitation particulière. Et c'est tout au long de l'année où on fait des grandes promesses et que nos ministres et nos représentants politiques en font mucho, et souvent électoralistes d'ailleurs, et qu'arrivé à une semaine de l'échéance, voire le jour même de l'échéance, bon, moi je suis pas là, moi ça ça va être compliqué l'inflation, là c'est pas évident, et ça, etc. Je vous laisse tout simplement sur cette petite touche finalement de morosité que je ressens ce matin par rapport à cette... la question écologique me touche profondément, hein. Je pense qu'elle devrait tous nous toucher. Il y a d'ailleurs pas mal de projets, notamment crypto, qui sont dans cette démarche-là. Alors, je ne dis pas que ça va révolutionner le monde, je ne dis pas qu'ils vont tous nous sauver. Je dis juste qu'il faut quand même en prendre conscience, et je suis juste un tout petit peu déçu à quel point nos représentants, sur des questions économiques, plutôt cycliques, dans laquelle nous sommes nous-mêmes mis, il faut bien le comprendre comme ça, on n'arrive tout simplement pas à au moins prendre quelques jours pour pouvoir se mettre autour d'une table et reprendre des réelles directives communes pour pouvoir essayer de nous donner un tout petit peu plus d'air pur. Voilà, sur les années à venir. Et bien évidemment, ma pensée ici vont à nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont probablement pas retrouver cette news-là et qui vont dire, bah en fait, on l'avait, mais à 3 jours près, malheureusement, c'était pas le bon timing entre le Moyen-Orient, entre l'inflation et entre tout ce que vous voulez. Je trouve ça juste un petit peu dommage. Merci à tous et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, que vous soyez climato-sceptique ou non. Évidemment que toute notre existence n'est qu'un claquement de doigts à l'échelle de l'univers sur cette planète. Et d'ailleurs, je vous apprends quelque chose peut-être. 99% des espèces qui ont vécu sur la planète sont aujourd'hui éteintes. 99% des espèces qui ont vécu et un jour posé le pied ou respirer sur cette planète sont aujourd'hui éteintes, croyez-le ou non, mais l'humanité en fera également partie de cette extinction. Ciao.